Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Avant d'aller plus loin, je vous invite à m'indiquer dans l'espace de chat à droite de votre écran que tout est OK pour vous. Bonjour, merci à tous pour vos retours. Donc, a priori, c'est bon, super. Cool. Bonjour à tous. Bon, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Avant d'aller plus loin, quelques infos pratiques. Donc, vous avez cet espace de chat là sur lequel vous êtes en train d'écrire. Bon, pour échanger surtout au début et à la fin, on va dire. Et puis, en tout cas, en cours de webinaire, vous avez l'onglet questions à droite de votre écran, dans lequel je vous invite à poser toutes vos questions durant le webinaire et j'y répondrai à la fin de la présentation, ou en tout cas peut-être en fonction après chaque partie, en tout cas, sauf si ça peut attendre la fin. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions et à ne pas poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse s'y retrouver, parce qu'on va être nombreux aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez voter pour vos questions préférées dans l'onglet questions, vous verrez. Donc, pour éviter de reposer la même question plusieurs fois, il vous suffit de voter. Je trierai par vote pour répondre en premier aux questions les plus votées. Alors, du coup, j'affiche mon écran à présent que vous devez voir. Donc, j'ai pas le même ordre que d'habitude, c'est pas grave. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Mathieu Chauveau, je suis expert comptable et CEO de Ça compte pour moi. Ça compte pour moi, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc là, que vous avez quelques chiffres sur la slide qui s'affiche à l'écran. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que la plupart d'entre vous sont déjà clients chez nous. Au cas où, Ça compte pour moi. Donc, un cabinet en ligne, comme je vous le disais, on va faire tout ce que va faire n'importe quel cabinet d'expertise comptable tel qu'on le connaît, c'est-à-dire dès l'établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales, des bulletins de paie, des formalités juridiques, tout l'accompagnement et le conseil qui vont autour de toutes ces missions. La différence, c'est qu'on le fait de manière totalement dématérialisée, grâce à un outil qu'on a développé nous-mêmes, et aussi de manière dématérialisée et totalement à distance, puisqu'on a des clients dans toute la France. On a un peu plus de 80 personnes aujourd'hui à travailler sur Ça compte pour moi, au service de plus de 4000 clients. Voilà, avec la particularité d'être certifié ISO 9001 pour la qualité de nos prestations. On fait partie d'un écosystème plus global qui s'appelle le groupe CF, qui est un cabinet d'expertise comptable également, qui est un groupe dans lequel on va retrouver en effet une version expertise comptable traditionnelle, CF Expertise Comptable, avec la proximité physique et des agences un peu partout en France. On va avoir une société d'avocats aussi avec laquelle on travaille, qui fait partie du même groupe, c'est une société sœur. CF Gestion Privée aussi, pour tout ce qui est gestion de patrimoine. Et puis après, on a d'autres aussi entités qui peuvent, avec lesquelles on peut être amené à interagir. Corporate Finance pour le financement d'entreprise, Advisory pour tout ce qui est consulting et stratégie, et puis l'audit pour tout ce qui est du coup commissariat au compte. Voilà, c'est important en plus là aujourd'hui la présentation de cet écosystème parce que par rapport au sujet que l'on va aborder aujourd'hui sur le holding, généralement nous quand on part sur des systèmes de holding, on est amené à travailler avec CF Société d'avocats et CF Gestion Privée, notamment, pour structurer l'ensemble des missions qu'il y a à mener. Donc, sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la holding, on va voir un petit peu quels sont les avantages et puis surtout quel est l'intérêt de créer une holding avec 6 cas d'usage précis que j'ai recensés. C'est des cas d'usage fréquents de recours à une holding, en tout cas dans laquelle la holding a un intérêt. On en a pour une petite heure, je pense. Ça va dépendre aussi des questions, bien sûr. Mais voilà, normalement, l'idée, en tout cas, c'est qu'à 14h30, je puisse vous libérer. Donc, de quoi on va parler? Qu'est-ce que c'est qu'une holding? Déjà, dans un premier temps, rappeler un petit peu les bases. Donc, pourquoi avoir recours à une holding? C'est là qu'on verra les 6 cas d'usage. Quelle forme juridique adopter? En gros, pour faire simple, on verra que ce soit société commerciale, soit société civile. Et comment créer une holding une fois qu'on veut passer
à l'étape suivante donc de la création, comment ça se passe. Juste, je vois une question de Arnaud dans le chat. J'ai oublié de le préciser, en effet, merci pour la question Arnaud. Le replay, vous le recevrez automatiquement par mail juste après la présentation. Donc, qu'est-ce qu'une holding? Pour commencer, donc en fait, c'est très simple. Vous voyez, c'est light parce qu'il n'y a pas vraiment de définition précise en tant que telle, dans le sens où ce n'est pas une forme juridique à proprement parler. C'est juste en fait un terme générique qui permet de définir une société qui détient une ou plusieurs sociétés. Voilà, donc ça, c'est déjà important de savoir qu'une holding, c'est pas une forme juridique en tant que telle, c'est un nom d'usage, entre guillemets, qui permet de définir le fait qu'une société, une société dont l'activité est de détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc, peu importe la forme juridique. Et une holding, on dit qu'elle peut être active ou elle peut être passive. Une holding active, elle va avoir, elle va être active, comme son nom l'indique, auprès de ses filiales, en proposant des services, différents services qui peuvent être mutualisés au sein des filiales. Voilà, donc en gros, on dit qu'elle est active, généralement, ça va se traduire par des refacturations souvent, mais ça va aussi se traduire par la mutualisation de coûts. Ça peut se traduire par exemple par avoir des salariés communs dans la holding qui vont travailler pour plusieurs filiales. Voilà. Donc, une holding active, entre guillemets, ne se contente pas seulement d'avoir des participations et d'avoir juste une activité capitalistique, mais en fait apporte du service, entre guillemets, et a un rôle actif dans la gestion de ses filiales. Et une holding passive, à l'inverse, c'est une holding qui va juste se contenter d'avoir une participation et d'attendre un retour sur son investissement sagement, sans avoir d'activité en tant que telle dans la holding. Je vous l'indique là parce que vous pouvez en entendre parler. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de l'actif, passif, etc., des impacts que ça peut avoir. Ça peut avoir des impacts fiscaux dans certains cas, mais là, on rentre dans des détails beaucoup trop importants pour nous aujourd'hui. Je vois pas les questions, mais je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Je vous invite, en tout cas, encore une fois, à poser vos questions dans l'onglet questions, comme je l'indiquais en introduction, pour que je puisse ensuite m'y retrouver. Donc, ensuite, pourquoi avoir recours à une holding? Donc, premier cas d'usage, qui est le plus courant, qui est assez classique, c'est quand on va procéder à l'acquisition d'une nouvelle société. Je suis, en tant que particulier, je vais faire une reprise d'une entreprise en rachetant une nouvelle société. J'ai un intérêt à créer une holding qui va ensuite elle-même racheter la société plutôt que de le faire moi en direct. Pourquoi? Parce que si déjà je dois faire un emprunt, si je rachète moi personnellement, je vais devoir faire un emprunt à titre personnel pour pouvoir acquérir les titres de cette société-là. Sur cet emprunt, je vais avoir des frais, notamment des intérêts. Ces intérêts d'emprunt, si je fais mon acquisition à titre personnel, ils ne sont pas déductibles nulle part. Ils ne sont pas déductibles, par exemple, de mon impôt sur le revenu. C'est tout simplement, je vais devoir m'asseoir, entre guillemets, sur la déduction de ces intérêts. Alors que si je le fais via une holding, c'est la holding qui va emprunter, qui va acquérir les titres de la nouvelle société et du coup qui va avoir dans sa comptabilité des intérêts d'emprunt qui seront déductibles de son impôt sur les sociétés. Premier intérêt. Deuxième, en fait, ce qui est lié avec, c'est que quand on fait un prêt, du coup, ça veut dire que si j'ai le prêt personnellement, je vais devoir le rembourser tous les mois. Et pour le rembourser, il va me falloir que j'ai une source de revenus. Donc, je vais devoir prendre de la rémunération dans la société qui va être fiscalisée, sur lequel je vais payer des cotisations sociales, juste pour rembourser un emprunt. C'est-à-dire que je ne vais même pas, en tout cas, disposer de cet argent. J'ai une partie significative qui va partir dans le remboursement de cet emprunt. Et donc, c'est là où c'est dommage, puisque si c'est la holding qui fait cet emprunt-là, l'avantage, c'est que je ne vais pas avoir de fiscalité personnelle là-dessus. La holding va faire en sorte de remonter le cash suffisant depuis sa filiale pour pouvoir rembourser son emprunt. Et ça me permet à moi de ne pas être impacté sur ma fiscalité personnelle et sur mes cotisations sociales. Et ensuite, on a le bénéfice du régime Murphy aussi qui est possible. Donc le régime Murphy, je vais vous l'expliquer parce qu'il va nous être utile à plusieurs reprises. Le régime Murphy, c'est possible quand une société détient au moins 5% d'une autre société. Quand elle détient au moins 5% d'une autre société, les dividendes qui sont versés par la société filiale ne sont pas imposables chez la holding.
en contrepartie, il y a une réintégration pour une quote-part, on appelle ça, une réintégration d'une quote-part pour frais et charges de 5% des dividendes qui sont versés par la filiale. Si je prends un exemple, s'il y a 100 de dividendes versés par une filiale à une holding, sachant que la holding détient au moins 5% de la filiale, sur ces 100 de dividendes, la mère ne va imposer que 5%, et elle va être imposée ensuite à l'IS sur cette quote-part. Parce que généralement, les holdings, on le verra après, sont à l'IS pour bénéficier un peu de tous les intérêts dont on va parler aujourd'hui. Et si elle est à l'IS, imaginons qu'elle est dans le taux réduit à 15%, je vais imposer ces 5%, ces 5 à 15%, et je vais me retrouver au final, 5 fois 15%, ça fait 0,75. Je vais me retrouver sur 100 à avoir 0,75 d'imposition. Donc autant vous dire quasiment rien. C'est l'intérêt du régime Murphy, c'est d'éviter la double imposition, puisqu'en fait les dividendes, s'il y a distribution de dividendes, ça veut dire qu'il y a déjà eu impôt sur les sociétés dans la FII pour générer un bénéfice. Et donc l'idée, c'est de ne pas repayer 2 fois l'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'usage avec le vrai intérêt qui est de dire, soit si je ne fais pas de holding, en fait, c'est moi qui emprunte perso, c'est moi qui ai les titres perso, et donc je vais devoir rembourser mon emprunt, les intérêts ne sont pas déductibles, et surtout, vraiment, là, c'est à éviter absolument fiscalement, c'est de prélever une rémunération qu'on ne va pas percevoir personnellement pour son train de vie, et on va le voir, ça c'est important à retenir d'ailleurs pour la suite, pour les autres cas d'usage, on ne prend jamais une rémunération dont on ne va rien faire. C'est-à-dire que, fiscalement, en tout cas, ce n'est pas intéressant. Donc, soit on ne prend pas une rémunération pour rembourser un emprunt, notamment en tout cas à titre professionnel. On ne prend pas une rémunération si c'est pour se construire un patrimoine parce qu'il faut mieux le faire, on va le voir, via plutôt une holding, etc. C'est un peu ça, c'est un fil rouge à avoir en tête. Après, bien sûr, quand je dis emprunt, bon, je ne parle pas d'un emprunt d'une résidence principale, par exemple. Là, c'est différent. Mais là, rembourser un emprunt, en tout cas professionnel, ça ne vaut pas le coup parce qu'on ne peut pas déduire et parce qu'on est obligé de fiscaliser et de prendre des cotisations sociales, chose qu'on ne va pas toucher. Là, l'avantage, en fait, c'est que c'est comme si c'était la filiale qui payait son propre rachat, puisqu'en fait, la filiale va remonter le cash nécessaire pour rembourser cet emprunt. C'est pour ça que généralement, quand on procède à un rachat de société, on va regarder si la société que l'on rachète dégage suffisamment de cash pour rembourser l'emprunt sur la durée déterminée, qui est généralement de 7 ans sur ce type d'emprunt. Et une remarque pour finir, c'est qu'on a la possibilité de racheter sa propre société. C'est-à-dire que j'ai une société que je détiens en direct. J'ai la possibilité de créer une holding qui va me racheter les titres et qui va les détenir. Ça peut avoir un intérêt. Alors, soit on fait un apport, on va le voir, soit on peut faire une cession. On peut faire une cession si on a un besoin de cash et que du coup, en gros, la holding va faire un emprunt. C'est un peu le même mécanisme. Enfin, c'est le même mécanisme. La holding va faire un emprunt. C'est moi qui vais récupérer le cash à titre personnel. Et la holding remboursera l'emprunt. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler, selon les cas en tout cas du LBO, ça permet de dégager en tout cas du cash pour le dirigeant, s'il en a besoin. Sinon, s'il n'en a pas besoin, on fait un apport plus classique. Deuxième cas d'usage, c'est gérer un groupe de sociétés. Typiquement, à partir du moment où vous avez plusieurs sociétés, la holding a un intérêt, on a plusieurs même, pour pouvoir justement plus facilement gérer ce groupe de sociétés et bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, elle a un intérêt quand on a des sociétés qui sont en bénéfice, d'autres sociétés qui sont en déficit, pour pouvoir cumuler en fait, en tout cas, l'ensemble de ces résultats et faire en sorte d'avoir un résultat unique au niveau du groupe. Quel intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, si on ne fait pas ça, j'ai un bénéfice de 100 d'un côté, un déficit de 100 de l'autre, imaginons. Si je fais pas l'intégration fiscale, je vais avoir un impôt à payer global, imaginons sur un taux à 25% d'IS, je vais avoir un impôt global de 25, c'est-à-dire 25% de 100. Alors que si je fais l'intégration fiscale, j'ai 100 d'un côté moins 100 de l'autre, je les mutualise et du coup j'ai un résultat à zéro et donc j'ai zéro d'impôt à payer. Donc c'est l'intérêt en fait de faire ça. Alors, ce n'est pas une économie d'IS en tant que telle puisque j'ai un déficit reportable. Mon moins 100, il est reportable en avant, il sera imputable sur mes bénéfices des années suivantes. La différence, c'est que ça me permet de faire une économie en tout cas à court terme. Au moins, l'avantage, c'est que j'avance pas de l'impôt au global, au niveau du groupe. J'ai un impôt qui est lissé au moins dans le temps. Ça, c'est l'intérêt, puisque quand je fais ça, bien sûr, je perds mon déficit reportable, puisque je l'ai imputé de suite. Donc ça, c'est l'intérêt de l'intégration fiscale.
quand on est dans ce cas-là. Sinon, s'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas d'intérêt à avoir d'intégration fiscale. La circulation de la trésorerie, donc ça, c'est intéressant aussi. De la même manière, j'ai une société qui a beaucoup de trésorerie, j'en ai une autre qui a des besoins de trésorerie et qui n'a pas beaucoup de trésorerie, qui a besoin de cash. Pour faire circuler de l'une à l'autre, la holding, du coup, a un intérêt de se mettre au-dessus et de faire circuler la trésorerie, c'est-à-dire d'aller récupérer le cash de la société excédentaire et d'aller l'amener dans l'autre société via ce qu'on appelle donc un pool de trésorerie. Ça, là, quand on fait ça, il faut faire des conventions de trésorerie, bien sûr, pour édicter les règles en fait, de cette circulation de trésorerie. Mais sinon, on ne peut pas le faire autrement, puisqu'en fait, si on a les deux sociétés isolées, une société n'a pas le droit de prêter à une autre. En tout cas, bon, c'est un peu complexe à mettre en œuvre. Donc, le plus clean à mettre en œuvre, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de le faire comme ça. Ensuite, c'est la facturation de prestations aussi. Donc là, typiquement, c'est si j'ai une société qui travaille pour une autre, ou en tout cas que j'ai des choses qui soient communes, j'ai une prestation qui est commune à plusieurs sociétés, notamment un dirigeant par exemple, ça permet en fait d'avoir une holding au-dessus, de facturer correctement, selon une clé de répartition aux différentes filiales, les prestations en question. Donc typiquement, j'ai un dirigeant qui va travailler pour les deux sociétés, mais travaille à 70% sur une, 30% pour l'autre. Il ne va pas se prendre un salaire 70 dans une, 30 pour l'autre, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. On va tout centraliser dans la holding, de la même manière d'ailleurs pour un salarié aussi. C'est un peu la même chose. Et on va ensuite refacturer derrière avec une clé de répartition. Il y a la mutualisation des coûts, c'est un peu la même chose. C'est que l'avantage aussi, c'est pareil, c'est de tout centraliser. Et pour pouvoir, ne serait-ce que négocier auprès des fournisseurs, c'est là où on peut mutualiser des choses plus importantes, puisqu'on va mutualiser en une seule facture l'ensemble des prestations du groupe. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le cumul des plafonds de taux réduits d'IS, ça, c'est si on n'est pas en intégration fiscale, on peut avoir l'avantage d'avoir plusieurs taux réduits. Donc le taux réduit d'IS, je rappelle, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice, 26,5 au-delà et 25, ça sera 25 l'année prochaine. Si on a plusieurs sociétés, mécaniquement, on va avoir plusieurs taux réduits d'impôt sur les sociétés. Si on est dans les conditions du taux réduit, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de chiffre d'affaires, de détention de capital libéré. Et si on est dans les conditions, on va pouvoir les cumuler. Et l'avantage qu'il y a, typiquement, si j'ai une société d'exploitation, imaginons j'en ai deux sociétés d'exploitation plus une holding, là, je vais avoir trois taux réduits. Alors que si j'avais eu qu'une seule société, par exemple, j'en aurais eu qu'un. Et donc, mécaniquement, je démultiplie 38 120 multiplié par 15%, donc on est à peu près sur 4 000 euros, enfin 3 700 et quelques de mémoire. On va pouvoir démultiplier en fait cette économie d'IS mécaniquement. Je vous ai dit n'importe quoi. D'ailleurs, je refais le calcul. Oui, 5700, j'ai dit 3700. Non, 5700, pardon. Donc, on économise, c'est 5000. Non, je sais pourquoi je dis 3000, excusez-moi. C'est qu'en fait, attendez, je fais juste mon petit. Oui, non, 3800. En fait, c'est si j'ai. Si je ne l'avais pas imposé au taux réduit, je l'aurais imposé au taux normal. Je vous prends un exemple. J'ai 100 de bénéfices. Sur ce 100 bénéfices, j'ai donc les premières parties 38 120 à 15% et au-delà les 62 000 pour faire simple. Imaginons que je me positionne déjà sur un taux à 25% pour faire plus simple. Donc 38 000 à 15, 62 000 à 25. Si j'ai toujours ces 100 000 mais répartis sur plusieurs sociétés, imaginons ne serait-ce que répartis sur deux sociétés, que j'ai toujours 100 000 au global, l'avantage c'est que je vais avoir 38 000 fois 2 à 15% et le delta à 25. Et mécaniquement, vous voyez bien qu'en fait, vous gagnez 10%. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, du coup, 38 120 fois 10%, 3 812. Vous allez gagner 3 812 euros sur 100 000 d'impôt sur les sociétés grâce au jeu du taux réduit. Voilà. Ça, c'est si on n'est pas en intégration fiscale. Voilà, donc ça, c'est si on gère un groupe de sociétés, on peut avoir des intérêts mécaniquement. À partir du moment où on a deux sociétés, on a un intérêt potentiellement à faire une holding. J'ai dit potentiellement parce qu'il faut qu'on rentre dans les cas que j'ai dit ici. Bien sûr, si elles sont toutes en bénéfice, qu'elles n'ont pas besoin de trésorerie, qu'il n'y a pas de prestations communes dans le lot, pas forcément d'intérêt à mettre une holding au-dessus. Même s'il peut y avoir un intérêt, on va le voir après, plutôt par rapport à la cession potentielle des sociétés.
Troisième cas, donc structurer la gouvernance. Typiquement, c'est assez classique si on a plusieurs associés dans une société d'exploitation qui sont dirigeants et qui ne sont pas forcément, soit ils n'ont pas le même statut personnel, le même foyer fiscal, en tout cas, ils n'ont pas forcément pas le même, mais en tout cas assez éloignés, et puis où ils n'ont pas les mêmes envies ou les mêmes besoins. Donc, c'est-à-dire que, je prends l'exemple, dans un cas, donc j'ai 2 dirigeants dans une société. Il y en a un qui dit, moi j'ai besoin de 20 000, quand l'autre dit, ah ben moi j'ai besoin de 50 000. Sachant qu'ils ont la possibilité de prendre 50 000, hein, bien sûr, on n'est pas forcément dans le rêve. Donc, du coup, imaginons qu'ils ont tous les deux la possibilité de prendre 50 000, sauf qu'il y en a un qui va dire moi, je n'en ai pas besoin, et puis je suis fortement fiscalisé parce que j'ai mon foyer fiscal qui est fortement fiscalisé, donc je ne veux pas ces 50 000, je veux prendre que 20 000. Bon, et là, du coup, on peut arriver à un désaccord entre associés. Une des solutions qui est possible, du coup, pour pouvoir avoir une équité, en tout cas, entre eux, si quand même ils ont décidé d'avoir la même rémunération, plutôt que de faire, en fait, chacun se prend un salaire, c'est chacun a une holding. Et en plus, on va le voir après, il y a plusieurs autres intérêts que ça, hein. Mais l'intérêt de ça, c'est chacun a une holding et chacun va facturer des prestations à la filiale pour pouvoir, et donc à hauteur de 50 000, hein, par exemple, si je reprends mon exemple, chacun facture 50 000 et après se débrouille de son côté de se prendre la rémunération qu'il souhaite ou de le réinvestir ailleurs ou de se prendre des dividendes, bref, selon son imposition personnelle, faire les meilleurs choix possibles. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant et d'assez classique pour pouvoir justement assurer une équité entre les dirigeants en disant chacun facture la même chose et après chacun fait ce qu'il veut chez lui dans sa holding, entre guillemets, et il va prendre. Voilà. Ça, c'est assez classique quand on commence à avoir des entreprises dans lesquelles on a plusieurs associés dirigeants et qui commencent à avoir un niveau de rémunération significatif. On va vite arriver là-dessus. Alors, le faites pas systématiquement parce que là, vous créez une boîte où vous êtes 2 associés dirigeants parce que faut voir si le jeu en vaut la chandelle parce que ça va quand même nécessiter d'avoir, au lieu d'une entreprise, d'en avoir 3. Donc, multiplier par 3 les coûts administratifs et de gestion. Et puis, tout ça, pour voir si vraiment il y a un intérêt final. Donc, généralement, on attend d'arriver un peu à ce basculement. Là. On peut avoir aussi des fois le cas de certains qui ont plus intérêt à avoir un statut de dirigeant, par exemple, plutôt mandataire social, quand l'autre a plutôt l'intérêt à être, en tout cas, enfin, mandataire social de SAS, quand l'autre a plutôt intérêt à être gérant majoritaire de SARL. Donc là, c'est pareil. Ça peut être si en tout cas c'est quelque chose qui va durer dans le temps, toujours pareil, parce que si c'est juste éphémère sur 1 an, 2 ans, il faut voir si ça vaut vraiment le coup de faire tout ce schéma. Mais si c'est définitif et qu'en gros ce sera toujours comme ça, là clairement il y a un vrai intérêt à ce que chacun fasse une holding aussi et voir qu'il n'y en ait qu'un seul, celui qui est TNS par exemple, pour qu'il extrait en fait ce qu'il lui faut pour le prendre dans sa holding et que l'autre il prenne sa rémunération, l'équivalent en tout cas en coût chargé bien sûr, pour que ça soit équitable dans la société en tant que président de la société. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez courant pour équilibrer entre les associés. Ensuite il y a aussi éviter la dilution en cas d'entrée d'un nouvel associé. Imaginons je suis 2 associés, je veux faire rentrer un troisième. Mécaniquement si je fais rentrer un troisième, il va y avoir un effet de dilution parce que du capital, que ce soit de toute façon par augmentation ou par cession, mécaniquement, les associés en place vont perdre en pourcentage de détention. Et pour éviter, par exemple, de perdre une majorité, ça peut être intéressant que les 2 associés historiques montent une holding à eux 2, avec la même répartition dans la holding que ce qu'ils avaient à la base. La holding détient la société et à ce moment-là, ils font rentrer le nouvel associé. Eux, comme ils auront isolé leur participation dans la holding, l'avantage de ça, c'est que la holding, du coup, va peser plus lourd que si eux, ils étaient restés tous les 2 en bas. Donc ça peut permettre, en cas de mouvement dans les associés, aussi de rassembler plusieurs associés historiques et après, ils peuvent mettre des surholdings, d'ailleurs, au-dessus de leur holding à 2, chacun avoir une holding. Ça se fait aussi assez souvent. Bon, là, encore une fois, on est dans des schémas qui peuvent vite être complexes, donc il faut encore une fois qu'il y ait un vrai intérêt à le faire. Et on va le voir après, de toute façon, un peu dans ces intérêts-là, il y a un vrai intérêt, mais je crois que de toute façon, c'est le point 4. Ouais. C'est le point 4, c'est préparer la session de l'entreprise.
qui est valable en fait avec tous les 3 points qu'on vient de voir avant. C'est-à-dire que dans tous les cas, créer une holding, on peut cumuler les cas d'usage, vous voyez. C'est-à-dire que là, je les égrène, les 6 cas. Bon, on va rarement cumuler les 6, mais on peut en cumuler facilement 3, 4. Les 3, ça se cumule assez facilement. Et donc, au final, quand on commence à cumuler, c'est là qu'on voit qu'on a un vrai intérêt. Même un cas peut suffire, hein, bien sûr, et individuellement, mais quand on commence à en cumuler, là, il faut vraiment plus se poser de questions. Préparer la session, c'est quelque chose qui est typiquement à chaque fois un peu, c'est systématique, puisque au bout d'un moment, une entreprise, en tout cas, la vocation à être cédée. Alors, c'est pas systématique. Je dis c'est systématique. C'est vrai qu'on a certaines boîtes qui ne sont pas cédables parce qu'elles sont trop intuitu personnelles, c'est-à-dire que, entre guillemets, elles ne peuvent pas fonctionner sans leur dirigeant actuel et donc elles ne sont pas cédables en tas, puisque c'est une activité, je sais pas, de prestation, de consulting où un seul le dirigeant peut mener l'activité. Mais sinon, bon, la plupart des cas, elles sont cédables. À partir du moment où on peut céder son entreprise, on a un intérêt à faire une holding pour plusieurs raisons. On a ce qu'on appelle le régime de l'apport-cession. Donc, le régime de l'apport-cession, c'est de dire je vais apporter les titres que je détiens dans ma société d'exploitation à une holding. Ensuite, c'est la holding qui va céder l'entreprise plutôt que ce soit moi en direct. L'avantage de faire ça, c'est que l'entreprise, au moment de l'apport à la holding, la plus-value qui est générée, elle est figée. Donc, elle est en report d'imposition. Je ne paye pas d'impôt sur la plus-value, moi, personnellement, puisque c'est moi qui détiens la holding. Et ensuite, dans la holding, si elle cède de suite, parce que généralement, l'apport-cession, c'est quand on cède juste après avoir apporté. La holding, elle va céder, elle ne va pas faire plus-value, puisqu'elle va céder au même montant que les titres, que la valeur d'apport des titres. Pas de plus-value chez la holding. Et la plus-value que moi, j'avais générée en apportant à ma holding, qui est en fait la différence entre mon coût historique, qui est généralement, si on a nous-mêmes créé l'entreprise, et le capital social, et la valeur actuelle de la société. Et ça, on est obligé de valoriser vraiment la valeur actuelle vénale de la société, combien elle vaudrait si je le vendais à l'extérieur. Quand on est sur un régime d'apport-cession, c'est assez simple, puisque généralement, on a une offre déjà de rachat, on connaît la valeur vénale, et donc on peut se baser sur cette valeur-là. Si on est sur l'apport-cession, donc j'apporte, la holding cède, et moi, personnellement, j'ai ma plus-value qui est figée, qui est en report d'imposition tant que je garde la holding. Si je suis en apport-cession, j'ai une obligation de réinvestissement de 60% du prix de cession dans une activité économique dans les 2 ans suivant la cession pour que je puisse continuer à bénéficier de ce report d'imposition. Si je ne le fais pas, mon report d'imposition tombe et je dois payer mon impôt sur la plus-value. Et là, c'est dur puisque je n'ai pas touché le cash en face, puisque j'ai apporté les titres et le cash, il est dans la holding. Et si je veux sortir du cash de la holding, je vais devoir payer potentiellement, si je sors sous forme de dividende par exemple, et encore, faut-il que je puisse sortir le dividende, il faut que je génère le bénéfice. Donc par exemple, ça serait une réduction de capital. Et une réduction de capital, c'est assimilé à une distribution. Et donc, potentiellement, je me prendrai des impôts dessus. Donc, c'est là où il faut bien calculer son coût. En tout cas, quand on le fait, l'apport cession, c'est qu'on sait qu'on va réinvestir au moins 60% du prix de cession dans les 2 ans de la cession. On peut faire ce système-là pour éviter, en tout cas, le réinvestissement obligatoire. C'est de l'apporter au moins 3 ans avant la cession. J'apporte aujourd'hui et je cède mon entreprise avec la holding dans plus de 3 ans. Ma report d'imposition de plus-value, toujours pareil, c'est juste que comme j'ai cédé dans la holding plus de 3 ans après avoir apporté, je ne suis pas obligé de réinvestir en 60% du prix de cession, j'en fais ce que j'en veux, j'ai l'argent dans la holding et avec, je l'investis où je veux. Donc ça, c'est intéressant. Et si je génère une plus-value avec la holding entre le moment où j'ai apporté et le moment où j'ai cédé, cette plus-value, si j'ai eu une détention dans la holding de moins de 2 ans, j'ai une exonération de la plus-value avec une réintégration de 12%. Tout à l'heure, on était sur 5% pour les dividendes, régime Murphy. Là, sur les cessions de titre de participation, la réintégration est de 12%. Mais bon, ça veut dire que j'impose seulement 12% de ma plus-value à l'impôt sur les sociétés. Donc, si j'impose à 15%, toujours pareil, c'est 12% fois 15%. Donc, ça fait quand même une très faible imposition. Donc, voilà, au moment de la cession, détenir une société avec une holding, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut faire les calculs parce que quand on détient les sociétés depuis très longtemps, on peut avoir des abattements pour durée de détention, notamment l'abattement renforcé, il peut aller jusqu'à 85%. Alors, il ne s'applique pas sur les prélèvements sociaux, mais il peut y avoir quand même un intérêt à le faire en direct. Ça, c'est des calculs à faire. Mais c'est vrai que l'apport cession, c'est quand même un classique, notamment quand on veut réinvestir. Typiquement, si on ne veut pas réinvestir
et qu'on veut en profiter à titre personnel de cet argent de la cession, il faut mieux pas ne faire ça. Par contre, quand on sait qu'on va le réinvestir dans un autre projet, c'est très intéressant. On peut faire du partiel, c'est-à-dire qu'on peut apporter partiellement et dire comme ça, je prends une partie moi personnellement en cash, ça se fait assez fréquemment, et le reste, je l'apporte et je l'aurai dans le holding une fois la société cédée pour le réinvestir ailleurs. Voilà. Donc la cession, important aussi à prendre en compte. Cinquième et avant-dernier cas d'usage, le plus classique aujourd'hui, en tout cas dans la holding, avec un effet qui est un effet de levier qui est vraiment super important. Et voilà pourquoi, en tout cas, c'est le plus classique. C'est se construire un patrimoine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sortir de l'argent d'une société, si ce n'est pas pour financer son train de vie quotidien, ça a peu d'intérêt puisqu'on va se fiscaliser et payer les cotisations sociales qui peuvent être importantes pour que l'argent dorme sur un compte, entre guillemets, ou en tout cas pour que potentiellement je le réinvestisse, mais que j'en profite pas moi-même. Et vous allez comprendre pourquoi c'est plus intéressant de le faire si on veut construire son patrimoine à travers une holding que personnellement. Pourquoi? Parce que si moi je me distribue, même imaginons pour faire simple, des dividendes, je me distribue des dividendes, ma holding, ma société d'exploitation, elle a généré 100 de bénéfices. Je me distribue ces dividendes, j'ai la flat tax au maximum de 30%, donc ça veut dire qu'il me reste 70. Donc j'avais un bénéfice de 100 après yes, et moi dans ma poche il me reste que 70. Et donc ces 70, si je veux les réinvestir, je vais pouvoir réinvestir 70. Si demain j'ai une holding, j'ai toujours mon bénéfice de 100. Ce bénéfice de 100, je le fais remonter dans la holding. On a vu tout à l'heure que l'imposition sur 100, c'était 0,75 quand on remontait à la holding. Donc cette fois, ça veut dire que sur les 100, je vais avoir 0,75. Il va donc me rester 99,25. Ces 99,25, je les ai dans la holding. Là, c'est bon puisque j'ai déjà payé mon impôt. Et là, je peux les investir où je le souhaite. Et donc, ça veut dire que mon comparatif, c'est dans un cas, j'ai 70, dans l'autre cas, j'ai 99,25. Donc, l'effet de levier, il est considérable puisqu'en fait, on n'a pas de frottement fiscal. Et quand on veut se construire un patrimoine, typiquement, il faut profiter de cet effet de levier-là en remontant, plutôt en passant par la holding pour pouvoir le réinvestir. Mais ça, c'est quand on veut se construire un patrimoine. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il peut y avoir un intérêt si on arrive à dégager les excédents de cash une fois qu'on a pris sa rémunération et qu'on n'a pas besoin de plus de rémunération parce que c'est bon, on finance son train de vie, on paye déjà assez d'impôts de cotisation sociale comme ça, pas besoin d'en payer plus. Et les excédents, je vais pouvoir les remonter dans la ligne pour me construire un patrimoine et investir dans ce que vous souhaitez, hein, de l'immobilier, du placement financier, de l'assurance vie, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est pas un problème. Avec en plus, potentiellement, du coup, la fiscalité derrière de ces revenus qui vont être générés, plus intéressante aussi, puisque, encore une fois, quand on est en tout cas dans une logique de réinvestissement, on va payer de l'IS qui va avoir un taux moins fort que si on avait payé de l'impôt sur le revenu. Puisque typiquement sur l'immobilier, en tout cas quand on fait du nu notamment, on va avoir une imposition assez forte personnellement, quand là on peut mécaniquement avec l'IS baisser fortement ce taux d'imposition. Voilà, donc ça permet vraiment de remonter les dividendes dans la ligne sans frottement fiscal et on réinvestit comme je l'ai dit, et ne pas avoir à se verser de dividendes ou de rémunération pour se construire un patrimoine et donc de fiscaliser avant de réinvestir. Voilà. Ça, c'est le plus classique. Et le dernier, qui est aussi, encore une fois, je vous disais, ça peut se cumuler. Soit on cède son entreprise, mais soit aussi on transmet son patrimoine. Et l'intérêt d'avoir une holding au niveau de la transmission de son patrimoine aussi, c'est l'idée à travers ça, quand on transmet son patrimoine et avoir l'intérêt, c'est tout simplement éviter les droits de succession. Quand on transmet son patrimoine, on a des droits de succession à payer qui peuvent aller, si je fais une fourchette très large, entre 5 et 10% du montant du patrimoine cédé. Si on a ça via une holding, l'avantage, c'est qu'on peut faire du démembrement de propriété qui va permettre de purger ses droits de succession progressivement, notamment quand on démembre l'usufruit à une propriété. Au décès de l'usufruitier, l'usufruit à une propriété se rejoint automatiquement sans frais de succession et sans droit de succession. Et les plus-values en report, dont on parlait tout à l'heure, quand j'ai fait un apport, j'avais une plus-value en report d'imposition. Si je fais une donation,
ou en tout cas qu'il y a une succession, ça purge définitivement les plus-values qui étaient en report parce qu'on dit que c'est pas aux héritiers de devoir éventuellement payer une plus-value future qui a été générée par la personne qui leur a transmis le patrimoine. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, bien sûr, transmettre son patrimoine via une holding. Il y a des avantages, tout comme il y a des avantages à détenir de l'immobilier via une SCI pour transmettre son patrimoine. C'est un peu le même schéma. Transmettre un patrimoine via une société, c'est toujours plus intéressant que de le transmettre en direct pour la transmission. Voilà. Donc après, je passe à la forme juridique. Je vais procéder du coup à une petite session questions sur cette partie-là. Il y a quelque chose qui est important à bien comprendre, en tout cas dans l'esprit, c'est de se dire qu'en fait, par contre, bien sûr, avec la holding et notamment sur les phénomènes de construction de patrimoine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, l'argent ne nous appartient pas, il appartient à la société holding. Et donc, vraiment, l'intérêt de ce montage-là, c'est quand on ne veut pas disposer de cet argent-là personnellement. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais financer le train de vie, c'est une chose. Se construire un patrimoine, ça en est une autre. Mais quand on est vraiment dans une logique de construction de patrimoine, en maximisant l'effet de levier et en se disant de toute façon, même les revenus que ça va générer, je vais les réinvestir, là, il y a tout l'effet de la holding. Mais de toute façon, détenir l'argent sur un compte qui appartient à la holding et qui elle-même appartient, ou le détenir sur un compte personnel, si on ne s'en sert pas de toute façon personnellement pour financer son train de vie quotidien, ça revient exactement au même. Par contre, c'est sûr que l'argent qui est dans la holding, vous n'allez pas pouvoir le dépenser pour vous-même aller en vacances ou vous acheter une voiture, une maison de vacances et tout ce qui s'ensuit, ou en tout cas faire vos courses, etc. Bien sûr, l'argent de la holding appartient à la holding et doit être dépensé dans l'intérêt de la société. Questions. Alors, n'hésitez pas à voter aussi pour les questions au fur et à mesure. Je vais les trier par vote. Donc, Michel, je vais afficher les réponses à l'écran aussi. Michel, existe-t-il un pourcentage de détention minimum d'une holding vers ses filles pour pouvoir faire circuler l'argent via des conventions de trésorerie? Non, a priori. C'est pour ça que par contre, c'est super important de rédiger des conventions de trésorerie, par contre, pour bien fixer les règles. Après, généralement, de toute façon, on a au moins déjà ce 5% pour bénéficier du régime mère-fille important. Mais après, à proprement parler, le plus important après, c'est de faire les conventions pour pouvoir faire circuler. Alors, on fait circuler la trésorerie via des conventions quand vraiment on a de la circulation de trésorerie qui n'est pas justifiée, entre guillemets, par une prestation. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire circuler de la trésorerie via de la prestation, tout simplement, ou via de la remontée de dividendes. Vraiment, la convention de trésorerie, elle sert à faire circuler de la trésorerie qui n'a pas un motif déjà basique pour pouvoir faire circuler cette trésorerie. Puisque typiquement, je suis une holding, j'ai une fille qui va me remonter des dividendes, je fais remonter de la trésorerie que je peux après apporter à mon autre fille en apport en compte courant associé. Ça, c'est pas trop le problème. De la même manière que si je facture, moi, holding, par exemple, un mandat social à ma fille ou une prestation, mais ça, je le conseille vraiment pas. On est plutôt sur la facturation du mandat social. Sur la facturation du mandat, je vais remonter aussi de la trésorerie associée à cette facturation de mandat que je vais pouvoir aussi faire circuler. Voilà. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est vrai que c'est un petit détail, je ne peux pas rentrer dans ce niveau détail, mais je peux quand même le donner. C'est que quand vous avez, généralement, je vous fais un schéma idéal. Le schéma idéal, c'est une fille en SAS, une filiale en SAS, une holding en SARL et cette holding SARL présidente de la SAS. Ça, quand on arrive à voir ça, on n'y arrive pas toujours parce que selon l'historique, etc., ou selon les complexités, on n'y arrive pas. Mais quand on y arrive, on est vraiment sur un schéma idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une fille sous forme de SAS qui va bénéficier de la souplesse juridique de la SAS, des avantages en cas de cession aussi de la SAS sur les droits de mutation et du fait qu'il n'y ait pas de cotisation sociale tant qu'il n'y a pas de rémunération dans la SAS. À avoir une holding sous forme de SARL, ça va nous permettre de nous rémunérer en tant que dirigeant et donc de bénéficier, ça c'est pas une surprise en tout cas, quand on veut se rémunérer, il faut avoir une SARL
surtout pas une SAS parce que la SARL, ça coûte 2 fois moins cher en termes de cotisation sociale pour avoir la même couverture. Donc, on a plutôt des holdings sous forme de SARL pour se verser une rémunération de TNS. Et ensuite, pour faire transiter l'argent de l'une à l'autre, ce que l'on fait généralement, c'est que comme la SARL est présidente, on met la SARL présidente de la SAS, la SARL, au titre de son mandat social de président, peut facturer à la fille SAS sa rémunération de président, tout simplement. Quand moi je suis président d'une société, je me verse un bulletin de salaire en tant que personne physique. Quand c'est une personne morale qui détient une autre personne, enfin qui dirige une autre personne morale, elle peut aussi se rémunérer de la même manière, hein, puisqu'il y a bien quelqu'un qui joue son rôle de président, généralement c'est le dirigeant forcément de la holding, mais pour rémunérer ça, le seul moyen de le faire, c'est via une facture, et via ce qu'on appelle une convention de mandat social, qui fixe le montant de cette facturation tous les mois. Et ça, c'est beaucoup moins risqué, on va le dire plutôt comme ça, de le faire comme ça, que plutôt que de facturer des prestations de service avec une convention de prestation de service où il faut définir clairement toutes les prestations qui sont menées. C'est quand même beaucoup plus propre d'un point de vue fiscal et social de facturer via un mandat social. Donc ça nécessite généralement, des fois peut-être de transformer, ça arrive de transformer la forme juridique de la fille, de changer le président de la fille aussi, mais ça permet à la fin d'avoir vraiment un schéma super optimal et surtout super sécurisé. Alors Martial, je vais répondre à la question juste après qui me demande si toutes les formes juridiques sont possibles pour la holding. J'y viens juste après à la partie suivante. Donc, François doit-on associer ses enfants, mineurs ou pas, à la création de la holding en vue de la future transmission? C'est une très bonne question qui va vraiment dépendre de chacun. Du coup, ça va dépendre des cas. Il y a des fois où ça peut valoir le coup, même s'ils sont mineurs, on peut le faire d'ailleurs, hein. C'est pas trop le sujet. Disons que ça va dépendre de votre situation personnelle, ça va dépendre de votre âge. Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Ça, c'est au moment de la Constitution, que généralement on détermine ça. En tout cas, où votre conseil le détermine, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Cédric, est-il possible de cumuler intégration fiscale et cumul des taux réduits? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand l'intégration fiscale, on n'a qu'un seul plafond de taux réduit. L'intégration fiscale, franchement, ça vaut. Enfin, c'est assez rare. Enfin, pour que ça vaille vraiment le coup, c'est plutôt des gros groupes de sociétés qui ont des projets avec des boîtes qui vont avoir potentiellement du déficit, mais dans les petits groupes de sociétés, moi j'y vois plus de problématiques administratives, en tout cas pour vous, que d'avantages. Mais il faut mieux en plus cumuler les taux réduits, franchement. Nous avons vu tous les avantages, donc ça c'est Martial qui me dit, nous avons vu tous les avantages de recourir à la holding. Merci. La holding provoque quasi systématiquement un contrôle fiscal, qu'elle est surveillée de près par le fisc. Oui, totalement. C'est vrai, Martial. On est d'accord, mais c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est absolument pas en tout cas un problème d'avoir des contrôles fiscaux là-dessus, puisque quand les montages sont bien faits, et notamment sur tout ce que je vous expliquais, d'où l'intérêt par contre de recourir vraiment et de ne pas se lancer tout seul là-dedans et de recourir à un expert comptable parce que ça peut se cumuler, avocat et gestion de patrimoine. Quand on est chez nous, généralement on cumule, on met tout le monde dans la boucle. Et je vois qu'il y en a certains, en tout cas dans l'Assemblée, là, qui ont fait déjà des montages chez nous, avec ce type de montage chez nous, et ils sont passés par les différentes étapes, mais on a vraiment sécurisé au maximum, qui fait qu'on a eu plein de contrôles fiscaux sur des schémas de ce genre et jamais eu aucun redressement. C'est pour ça que c'est important de le faire correctement. Et ce qui est important aussi, nous, on ne fait pas forcément les déclarations d'impôt sur le revenu, des personnes qui le font. Donc là où il y a vraiment aussi, c'est bien contrôlé par l'administration fiscale, et des fois c'est ça qui provoque un contrôle, c'est que sur la déclaration d'impôt sur le revenu, notamment quand on fait un apport de titre, c'est super important de déclarer sur son impôt sur le revenu la plus-value qui est en report d'imposition. Donc au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, l'année qui suit l'apport des titres, pensez vraiment bien à déclarer la plus-value en report d'imposition. C'est souvent ça qui déclenche les contrôles. François, peut-on cumuler les sociétés ayant la même activité à taux réduit?
Sur le principe, oui. Après, il faut toujours pareil, il ne faut pas tomber dans l'abus de droit. Si vous avez créé une autre société juste pour avoir le taux réduit, l'administration fiscale pourra vous dire que c'est de l'abus de droit et remettre en cause l'application de ce taux réduit s'il n'y avait aucun autre but que l'économie fiscale. De la même manière que la création d'une holding, s'il n'y a pas d'autre but que de faire des économies d'un point de vue fiscal, ça sera requalifié en abus de droit. Donc il faut, entre guillemets, rentrer dans un des 6 cas d'usage dont on a parlé pour pouvoir justifier la création de holding. Si vous voyez, dans les 6 cas d'usage que j'ai présentés, j'ai jamais mis un cas d'usage de dire réduire son imposition. À chaque fois, bien sûr, il faut avoir un but clair derrière la création d'une holding ou la création d'une autre société. Quels sont les éventuels autres inconvénients ou difficultés d'une holding, me demande Martial. Du coup, franchement, moi, j'en vois pas en tant que tel, si ce n'est quand ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que soit les avantages sont pas significatifs ou que c'est encore trop tôt, la lourdeur que ça peut engendrer, puisque déjà la procédure de création d'une holding, notamment quand on est sur un apport de titres, et ça on y viendra dans la dernière partie, ça peut, il y a quand même un coût et un temps d'exécution qui est important, puisque voilà, c'est pas juste créer une société comme une autre, pour le coup. Pour que ça soit justement, encore une fois, bien sécurisé d'un point de vue fiscal, ça prend du temps et ça coûte un peu d'argent. Donc c'est plutôt ça, et donc c'est dommage de tomber dans ce schéma-là quand on n'a pas des vrais intérêts en face et des vraies économies à faire. Mais surtout, je vois ça parce que je n'en vois pas particulièrement. C'est vrai qu'il y a principalement des avantages. Alors, Alexis qui me dit, pourriez-vous revenir plus en détail sur l'intégration fiscale, s'il vous plaît? Alors, je ne vois pas exactement sur quel niveau de détail supplémentaire je peux aller. J'essaye de refaire un schéma très simple. J'ai un bénéfice d'un côté dans une des sociétés de mon groupe, un déficit dans une autre société de mon groupe. Je vais cumuler les deux pour avoir un résultat imposable du groupe. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, je dis une bêtise, si j'avais un résultat de 100 d'un côté et moins 100 de l'autre, si je ne suis pas à l'intégration fiscale, je vais payer 25, si je suis à 25% de taux d'IS, en tout sur le groupe, puisque je vais payer 25, et mon déficit, il ne va pas me générer une économie d'IS. Quand vous faites un déficit fiscal, il est reportable en avant, mais par contre, on ne vous rembourse pas des impôts. Donc vous allez payer 25. Alors que si vous êtes à l'intégration fiscale, on mélange, on arrive à un résultat de 0 dans mon exemple, et donc j'ai 0 d'imposition contre 25. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une économie forcément à terme, c'est une économie à court terme, puisque imaginons que je suis dans le même schéma, donc là je fais 100 moins 100, du coup je paye 0 à l'intégration. Par contre, l'année d'après, je suis à 100 et 100 de l'autre côté. Je vais payer deux fois, je vais payer 100 plus 100, 200 fois 25, 50. Je vais payer 50, donc j'aurais payé en tout la première année 0, la deuxième année 50, donc 50 sur les 2 années. Si je ne suis pas à l'intégration fiscale, on a dit que je payais 25 la première année. La deuxième année, imaginons donc je suis à 100 et 100 comme je disais. Si je ne suis pas à l'intégration, ma société qui a un déficit l'année d'avant, elle va avoir un résultat de 0 puisqu'elle va pouvoir imputer son déficit reportable de moins 100 et donc avoir un résultat de 0. Et donc, j'aurai un impôt de 25 toujours par contre sur l'autre qui génère 100. Et sur les 2 années, j'aurai eu 25 plus 25, 50. Donc vous voyez, au final, ça revient au même. C'est juste que par contre, à très court terme, je n'avance pas de l'impôt parce que mes 50, j'aurais payé 0 une année, 50 l'année d'après, au lieu de payer 25 et 25. Donc ça me permet de sortir ma trésorerie en fait au bon moment. C'est vraiment ça l'intérêt de l'intégration fiscale. Typiquement, voilà, quand il y a plusieurs sociétés en bénéfice, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, je parle dans un schéma qui nous concerne aujourd'hui. On n'est pas sur des schémas de sociétés internationales avec multinationales. Alors, je pense que je vais commencer parce que là, j'ai un peu des questions un peu hors champ et et qui sont moins votées. Je vais du coup continuer sur le déroulé. Donc, quelle forme juridique? Ça, c'est pour répondre à Martial qui nous demandait tout à l'heure. Donc, toutes les formes juridiques sont possibles pour une holding, comme je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une forme juridique en tant que telle. Donc, soit on a deux grandes options, soit on fait une société civile, soit on fait une société commerciale. Si j'ai une société qui est une société civile, il faut qu'elle opte à l'IS pour pouvoir bénéficier de tous les avantages dont on a parlé tout à l'heure, notamment le report d'imposition en cas d'apport de titres, etc. Donc l'avantage, entre guillemets, si ça devait être un avantage, pour certains ça l'est,
Mais bon, même moi, l'écrivain, j'y crois pas vraiment. Et vous allez avoir du coup mon avis de toute façon sur le sujet, même si, allez, je commence par la fin. Clairement, moi, je vous conseille de faire plutôt une société commerciale, mais en tout cas, la société civile a entre guillemets comme avantage de ne pas avoir le commissaire aux apports et donc d'éviter un coût d'à peu près 1 500 € quand on fait un apport, une création par rapport. Bon, c'est pas vraiment une économie importante sur ce genre de montage. Ensuite, on n'est pas obligatoirement du coup TNS quand même on est en société civile. On peut très bien avoir aucun statut de dirigeant quand on est une société civile et donc ne pas se rémunérer et va payer de cotisations sociales. Les inconvénients qui sont quand même assez forts, c'est que déjà, bon, faut avoir au moins des associés, ça peut se résoudre, mais c'est surtout aussi la responsabilité illimitée qu'on va avoir à travers une société civile quand les sociétés commerciales sont par définition des sociétés à responsabilité limitée. L'avantage donc de la société commerciale cette fois, c'est d'avoir une responsabilité limitée, donc comme je disais, et de pouvoir avoir un objet commercial et donc de pouvoir faire autre chose que seulement être une holding quand bien même elle est active, mais pouvoir aller plus loin que juste cette activité-là. On ne sait jamais, ça peut être intéressant. Et l'inconvénient, entre guillemets, c'est les inconvénients des avantages de la société civile, c'est le commissaire aux apports, même si je trouve vraiment, je le mets parce qu'il fallait le mettre, mais pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient parce que c'est pas vraiment un sujet dans ce type de montage. Et le statut du dirigeant qui est figé en société commerciale, dans le sens où soit je vais choisir une SAS, soit je vais choisir une SARL. Généralement, je vous disais SARL tout à l'heure quand on se rémunère. Et il va être figé dans le temps. Et si je suis amené à changer, typiquement, par exemple, je passe à la retraite, où là, quand on est à la retraite, il faut mieux être en SAS, parce que j'ai déjà une source de revenus, on va devoir transformer. Bon, c'est un petit inconvénient. Mais généralement, on est plutôt sur des sociétés commerciales pour avoir quand même un champ beaucoup plus large et une responsabilité limitée. Parce que voilà, c'est quand même les avantages plus lourds que les inconvénients. Et comment créer une holding? Donc là, il y a deux options, comme je le disais. Soit c'est une création classique quand il n'y a pas déjà de filiale qui existe, c'est-à-dire que je fais une création de société comme tout ce qu'il y a plus de normal. C'est juste que je vais dire que ça serait une holding. Et ensuite, ma holding va acquérir des participations dans des filiales, mais que je ne possède pas déjà. Si j'ai déjà des titres dans une filiale à titre personnel, là, on va faire ce qu'on appelle une création par apport de titres, c'est-à-dire qu'on va créer la holding et on va, au moment de la création, apporter les titres via ce qu'on appelle un apport en nature. Quand vous créez une société, vous faites des apports pour le capital social, ça peut être des apports en numéraire, des apports en nature, des apports en industrie. L'apport de titres est considéré comme un apport en nature et donc ça va passer par la valorisation de la société qui est apportée, par la validation par un commissaire aux apports de cette valeur, ensuite par la rédaction d'un contrat d'apport pour définir les valeurs et les actions qui sont remises en contrepartie de cet apport, l'enregistrement au greffe, l'enregistrement du contrat d'apport aux impôts en parallèle, et ensuite la rédaction des statuts et tout le dossier de constitution de la holding. Ce n'est pas tout à fait, vous voyez, le même schéma. Et généralement, on associe à ça le changement de dirigeant, comme je vous disais tout à l'heure, potentiellement la transformation de la société, si elle était SARL en SAS, et ensuite la rédaction des conventions de mandat social. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est là où on est sur le schéma plus classique, puisque généralement, quand on fait ça, on sait que ça vaut le coup, et donc ça veut dire qu'on a déjà les titres d'une société qui génère du cash, suffisamment de cash pour pouvoir avoir un intérêt à faire ce montage-là. Les créations classiques, franchement, anticiper la holding avant la filiale, faut être ambitieux, quoi. Voilà, mais c'est vrai que moi je le conseille pas parce que des fois on va faire une usine à gaz pour pas grand chose, on sait jamais comment un projet va fonctionner, même des fois on est persuadé, mais on peut jamais savoir vraiment à l'avance. Voilà, je finis du coup les questions. Donc Samy qui nous dit quid d'une holding basée à l'étranger, par exemple, UK, Irlande, Dubaï. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire à travers votre question en quid, puisque oui, c'est possible. En fait, on peut très bien avoir une holding qui serait basée à l'étranger. Par contre, la problématique, vous allez avoir plusieurs problématiques. Alors, je ne peux pas répondre individuellement pour les exemples que vous citez, parce qu'il faut regarder les conventions fiscales. Déjà, sachez que si c'est, en tout cas, ça devait être votre cas, nous, là, typiquement, c'est des choses qu'on ne fait pas de notre côté, parce que là, c'est des choses qui sont trop complexes et généralement aussi risquées fiscalement. Donc là, on a plutôt des avocats fiscalistes
spécialisés sur ce sujet-là qui vont le faire. Voilà, il faut encore une fois avoir un intérêt autre que fiscal à le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vu les exemples que vous citez, je pense que c'est plutôt des intérêts fiscaux. Donc, du coup, c'est possible. Juste, par contre, comme ce n'est pas des sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés, donc selon les conventions, vous n'aurez pas forcément tous les avantages qui sont le régime Murphy, qui sont le report des plus-values d'imposition, qui sont tout ce qu'on a dit tout à l'heure. L'intégration fiscale, enfin, pas mal de choses où ça peut être intéressant, mais il faut vraiment voir s'il y a un vrai intérêt final à tout ça. Ça dépend vraiment des conventions de chaque pays. Il faut encore une fois que le jeu en vole la chandelle, parce que des fois, bon, in fine, déjà il faut trouver un intérêt autre que fiscal. François, quel est le coût du conseil création pour la création d'une holding? Donc là, ça va dépendre vraiment du schéma dans lequel on va se trouver, puisque, et ça va dépendre aussi bon, de votre prestataire. Je vais pouvoir vous répondre, nous, dans notre cas, quand on accompagne des clients sur le sujet, même si je ne pourrais pas vous répondre précisément, parce que chaque cas va être très, très différent. Je peux vous donner une fourchette. En fait, vous allez, si on est sur le cas donc plus classique d'un apport de titre, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir donc là-dedans l'évaluation, je vous ai déjà tout cité, hein, l'évaluation, le commissaire aux apports, le contrat d'apport, l'enregistrement aux impôts, l'enregistrement au greffe, la rédaction des statuts de la holding. Généralement, il faut faire des modifications dans la filiale aussi, dans les statuts de la filiale, modifier potentiellement le dirigeant, rédiger la convention de mandat social. Bon, il y a pas mal de choses. Sur les conventions de mandat social, d'ailleurs, nous, ça, on le laisse à CF Avocat, dont je vous parlais tout à l'heure. CF Gestion Privée peut intervenir aussi pour la mise en place de la protection sociale du dirigeant et aussi pour les véhicules de réinvestissement, enfin les moyens de réinvestir sa trésorerie excédentaire. Et nous, on va faire donc toute la partie en amont, l'évaluation, etc. Et on ne fait pas le commissaire aux apports, mais on travaille avec plusieurs commissaires aux apports que l'on recommande aussi, parce que nous, on ne peut pas à la fois être commissaire aux comptes et expert comptable pour le même dossier. Quand on cumule tout ça, généralement, ça va dépendre, donc le prix va dépendre du nombre de sociétés qui est en dessous, donc le nombre de sociétés dont les titres sont apportés, pas forcément qu'une seule, des fois il y en a plusieurs. Est-ce qu'il faut changer le dirigeant en bas? Est-ce qu'il faut aussi peut-être créer une autre société type SCI qui va rentrer dans le montage après derrière parce qu'on va réinvestir dans une SCI? Et est-ce qu'il faut faire des conventions de mandat social? Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et est-ce qu'il faut faire des conventions de trésorerie aussi? Déjà, ça peut rentrer dedans. Et ensuite, dernier point, c'est est-ce qu'on a besoin aussi de transformer ou pas la société en bas? Et à partir de là, vous pouvez prendre une fourchette qui va être vraiment très large, mais bon, pour faire simple, entre 5 et 10 000 euros, à mon avis. Une fois que vous avez tout compris, les frais annexes, le commissaire aux apports, éventuellement l'avocat, nous, et voilà. À peu près. Ça peut osciller, vraiment, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Typiquement, je vous dis tout à l'heure, un commissaire aux apports, généralement, pour l'apport d'une société, pas trop importante non plus, il va être aux alentours de 1 500 euros. L'évaluation est à peu près au même niveau. Et après, on a tout le volet juridique, plus l'avocat, convention de mandat social, etc. Ouais, je réfléchis, mais 3, 4, 5. Ouais, 5, c'est vraiment minimum avec les conventions. Et ça peut monter après, voilà, après 10. On en a eu à plus, mais ça dépend du nombre de sociétés apportées. Donc, vous voyez, c'est un coût qui peut paraître important. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle. Mais en même temps, franchement, les économies réalisées en face et la sécurité aussi fiscale que vous avez à bien le faire sont largement compensées dès la première année potentiellement, puisque si je reprends mon exemple de 100 000 générés, quand je l'apporte, quand je le distribue, j'ai 30 000 de flat tax, ou dans un autre cas, j'ai seulement 750 euros. J'ai déjà économisé 30 000 euros par tranche de 100 000. Donc vous voyez, même si vous êtes à un coût de montage de 10 000, vous avez quand même économisé au global 20 000. Quoi. Nora, un pacte d'associés est-il obligatoire ou fortement conseillé à la création d'une holding? Là, ça va dépendre. Si vous êtes toute seule, non, il n'y a aucun intérêt. Si vous êtes plusieurs, ça peut être conseillé tout autant que ça l'est quand vous avez une création de société classique. Donc, ça va dépendre de votre situation personnelle. Si y a un intérêt, c'est pas parce qu'il y a une holding qui a plus d'intérêt qu'avec un associé classique.
Je regarde si j'ai répondu. Là, je vais passer en mode question non lue, non répondu. Voilà. David, j'ai une SCI dont je détiens 90% qui possède un immeuble. Un prêt est en cours dans la SCI. Si je bascule les parts dans la holding, comment cela se passe sur le prêt? Est-ce qu'il y a une bascule du prêt dans la holding? Ah non, pas du tout. Le prêt va continuer à être dans la SCI. Si vous basculez les parts dans la holding, en fait, la SCI continue à avoir son immeuble, continue à avoir son emprunt. Rien ne change en fait. Encore une fois, ça va juste être l'actionnariat qui va changer. Comptabilité de la SCI, on va même pas le voir en fait. C'est juste qu'en fait, la détention du capital ne sera plus par vous en direct, mais pardon, par la holding. Michel, une holding existante fait l'acquisition de parts de SCI existantes, elle aussi. Nécessité de faire appel à un commissaire aux apports? Non, le commissaire aux apports, c'est si on apporte des titres. Si on est sur une acquisition, il n'y a pas de commissaire aux apports. C'est tout à fait possible. David qui me demande la tarification, donc j'en ai parlé. Encore une fois, c'est pas. Voilà, je donne une enveloppe, ça a déterminé en fonction de chacun. Pour ceux qui seraient clients chez nous, il suffit de demander à échanger avec votre expert comptable. Potentiellement, c'est peut-être moi. Et puis ensuite, mais ça peut être moi, ça peut être Romain également, notamment. En tout cas, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un premier rendez-vous pour échanger sur l'intérêt du montage, sur comment il faudrait le faire, etc. Bien sûr, pour le personnaliser au maximum, et en fonction de ça, ensuite, derrière, on vous chiffre après la totalité de la mission. Ces contrôles peuvent conduire ou non à un redressement selon l'appréciation du fisc quant au degré de l'optimisation, sachant que la réforme de la nouvelle définition de l'abus de droit est venue augmenter les cas de redressement. Martial, oui, qui nous avait dit ça tout à l'heure sur le redressement, mais je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, Martial. C'est pour ça que vraiment, il faut le faire non seulement très proprement avec tout ce que je disais, puis il faut aussi avoir une justification d'un but autre que juste l'économie fiscale, même si c'est sûr qu'elle est appréciable, mais généralement on en a, puisque typiquement un cas classique, c'est je veux acheter mon immobilier professionnel, et donc du coup j'ai une société d'exploitation, je veux acheter l'immobilier professionnel, et je veux me servir du cash que j'ai dans la société d'exploitation pour acheter, pour avoir un apport pour investir dans mon immobilier professionnel. Et typiquement, plutôt que de le retirer à titre personnel et de le réinvestir via une SCI que j'aurai à titre personnel, généralement on passe par une holding dans laquelle on va remonter le cash qui le redescend dans la SCI pour acheter les locaux. Et ça, c'est un classique, entre guillemets, et qui est un but tout à fait louable de dire qu'en fait, je vais acheter mes locaux professionnels, je vais avoir une holding au-dessus qui va pouvoir gérer en fait l'ensemble pour pouvoir tout regrouper au sein d'un groupe. On peut avoir après, bien sûr, les intérêts que j'ai dit, on acquiert une nouvelle société, on peut avoir l'intérêt de la non-dilution, on peut avoir l'intérêt quand on a plusieurs associés pour pouvoir avoir une équité, on peut avoir l'intérêt si on a plusieurs activités, on va créer une nouvelle société qui est étroitement liée dans l'activité, étroitement liée à la première, de faire en sorte d'avoir une holding pour pouvoir gérer le tout. Quand on a intérêt à faire circuler la trésorerie, bref, on en trouve des intérêts. Olivier, comment sortir d'une holding? Est-ce facile pour un associé qui va en sortir? Alors, généralement, la holding, c'est rare qu'on soit plusieurs. En tout cas, ou alors, c'est des personnes de la même famille qui vont, dans lesquelles qu'on va intégrer plus pour une histoire de transmission. Sinon, généralement, on n'est pas plusieurs, sauf à faire des sur-holdings dont je parlais tout à l'heure. Donc après, toujours la même réponse que j'avais fait un peu à Nora tout à l'heure, c'est holding ou pas, ça ne change rien. Encore une fois, une holding n'est pas un statut juridique en tant que tel. Donc en fait, le fait d'en sortir, ça va dépendre de si un pacte d'associés, par exemple, si c'est une SAS ou une SARL, les règles ne sont pas les mêmes. Ça ne va pas vraiment dépendre du fait que ce soit une holding. Donc en fait, ce n'est pas plus dur ou moins dur qu'une société classique. Et François, pour finir, après je pense que j'aurais fait le tour des questions. La circulation de trésorerie par facturation de prestations crée une imposition à la TVA? Non. Oui, bien sûr. Après, ça dépend après des cas, mais encore une fois, la TVA n'est pas un impôt, donc c'est pas vraiment un problème. Enfin, n'est pas un impôt pour les sociétés, du moins, qui la récupèrent, bien sûr. C'est un impôt pour les consommateurs finaux, mais encore une fois, pour une société, c'est neutre. Donc, la holding va certes collecter de la TVA sur
la prestation qu'elle va facturer à sa fille et la fille va la déduire de son côté. Donc, c'est neutre. Par contre, il peut y avoir un cas où c'est pas neutre, c'est si en effet la fille ne déduit pas la TVA parce qu'elle a une activité elle-même pas soumise à TVA. Bon, auquel cas, on est habitué à raisonner en TTC. Mais sinon, c'est neutre. Voilà, j'ai fait le tour des questions a priori. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, mais là, bon, on est bien dans le timing. Et je regarde dans le chat si jamais il y en avait qui s'étaient perdus, mais a priori, c'est bon parce que ça, j'ai répondu et ça aussi. Ouais. Ok, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissiez pas déjà, sur notre site sacomptoirement.fr ou à nous contacter donc par mail ou par téléphone. Vous avez les coordonnées affichées à l'écran. Si vous êtes déjà client chez nous et que vous avez un projet, en tout cas sur une holding, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à demander à votre collaborateur et à parler avec votre collaborateur du sujet, qui vous mettra en relation, qui pourra déjà vous en parler, hein, parce que ils maîtrisent quand même aussi le sujet, eux. Mais généralement, par contre, pour ce type de mission, c'est là où, en tout cas, l'expert comptable rentre en jeu pour au moins faire un premier rendez-vous de cadrage du sujet. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas aussi à aller voir sur notre Livestorm. Je débite tout ce que j'ai dans la tête, là, tant que j'y pense. N'hésitez pas à aller voir dans notre Livestorm pour les prochains webinaires qui vont arriver. Vous avez le calendrier. On en a encore quelques-uns qui sont planifiés. Et puis, sur ce, je vous dis bon après-midi et à bientôt. Merci, bon après-midi.